Voici à présent la suite du parcours de la Chouette. Je vous avais laissé dans la cour du palais des ducs et des États de Bourgogne. Et ceci est l'hôtel de ville, comme en atteste la devise française, la devise de la République. Dijon est tellement florissante en splendeur qu'hier j'étais un peu là. J'ai décidé de couper cette balade pourtant courte en 2 morceaux pour bien m'imprégner de l'atmosphère de la capitale bourguignonne. Palais des ducs et des États de Bourgogne. Eh bien, si les 4 grands-ducs d'Occident pouvaient ressusciter, ils seraient certainement très surpris de voir un palais qu'ils ne reconnaîtraient pas. Et il suffit que vous l'observiez pour que vous vous disiez que ce n'est pas là un palais du Moyen-Âge. C'est en effet Jules Hardouin Mansart, dont le nom est associé à Versailles, qui a remodelé ce palais. Toutefois, le 3e duc, Philippe le Bon, reconnaîtrait sa tour. Si c'est au XVIIe siècle que Jules Hardouin Mansart a commencé la restructuration architecturale du palais, il a tout de même fallu attendre le XIXe siècle pour que les travaux soient achevés. Le palais des ducs et des États de Bourgogne s'ouvre sur la place de la Libération. Avant d'aller poursuivre sur cette place, je voudrais quand même vous montrer un petit quelque chose à l'intérieur de l'hôtel de ville. Par ici, la cour de bar, d'où nous venons. Voici la salle d'attente des mariages. Au-dessus du bel escalier, on peut voir une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce plan est une représentation du palais des ducs et des États de Bourgogne. Au début de ce film, nous étions dans la cour d'honneur. Dans le film précédent, nous étions dans la cour de bar avec sa tour. Nous avons vu la tour Philippe le Bon. Il nous reste à voir la cour de Flore. De ce côté, c'est l'hôtel de ville. De celui-là, c'est le musée des Beaux-Arts. Ressortons. À cet endroit se trouve un petit bureau d'information de l'office de tourisme avec de très intéressants opuscules et des parcours que je regrette 1000 et 1000 fois de ne pas avoir fait. Allons voir brièvement la cour de Flore. Un beau bâtiment classique. Des cordes d'abondance. Des mascarons. Pas des macarons, hein. À présent, allons voir la place de la Libération. Quittons la cour d'honneur. Nous avons peine à nous convaincre que tout ceci s'est élevé sur l'emplacement d'un oppidum gallo-romain. Il y eut donc ensuite l'édifice médiéval des Ducs de Bourgogne et aujourd'hui cet édifice classique. La place de la Libération est sans conteste l'une des plus belles places de Dijon et même l'une des plus belles places de France. Elle est semi-circulaire, comme vous le voyez. En regardant vers l'est, on aperçoit l'église Saint-Michel.
Cette place a été conçue elle aussi par Jules Hardouin-Mansart en 1685 et il y a une statue de Louis XIV qui avait été érigée. La statue équestre n'est cependant arrivée qu'après la mort du roi Louis XIV et elle n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été fondue pour faire des canons. Avant de s'appeler Place de la Libération, elle s'appelait Place d'Armes et encore avant Place Royale. On est impressionné par la majesté de cette place. Pour rivaliser, je vois la place de la Concorde à Paris et naturellement la place Stanislas à Nancy. En tout cas, celle-ci est très belle. Je vais sûrement me faire des ennemis en oubliant les places d'Arras, la place Bellecour à Lyon, la place des Quinconces à Bordeaux, la place du Capitole. Il y en a des belles un peu partout, mais celle-ci spécialement me tape dans l'œil. Installé dans un bel hôtel, le musée Magnien se trouve à proximité. Il comporte de très belles œuvres d'art, des peintures de différents pays. De la place de la Libération, engageons-nous dans la rue du Palais. On se dirige vers le palais de justice qui est en rénovation. Le palais de justice a été conçu au XVIe siècle pour l'ancien Parlement de Bourgogne. La restauration n'est pas finie, mais ce qui est fait est déjà prodigieux de beauté. Observez la sublime porte. Le palais de justice abrite la salle Saint-Louis ou salle des pas perdus. Elle comporte la chapelle du Saint-Esprit. Il y a aussi la salle des audiences publiques ou chambre dorée. Revenons de ce côté. De superbes hôtels se succèdent. Nombreux hôtels particuliers dans ce coin proche du palais de justice. Nous sommes sur la place Saint-Fiacre. La rue Vauban de ce côté rejoint la place de la Libération. Un jour férié, malheureusement, les portails sont souvent fermés. Ce n'est pas le cas ici, à l'hôtel Bouillet de Savigny. Cet hôtel date de 1640. Poursuivons. C'est une sorte de petit quartier du Marais à Dijon, tellement il y a de beaux hôtels. Vraisemblablement l'un des plus beaux, l'hôtel Le Gouze de Gerland.
La cour a été inspirée dans son dessin par la place Royale, celle qu'on appelle aujourd'hui place de la Libération. Seul défaut peut-être, la porte est un peu bleu criard. Dijon m'étonne, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à une telle profusion de culture. Rue Amiral Roussin, rue Vauban, et nous allons continuer de ce côté. Nous sommes parvenus sur la place Jean Massé. C'est au départ de la place Jean Massé que commence la boucle additionnelle dite Émile Zola. À l'angle des rues Amiral Roussin et également rue Charrue se trouvait l'hôtel de Vienne. Il n'en reste aujourd'hui que quelques fenêtres. À l'angle de la rue Berbizet, un bœuf porte-poulie. Il décore une maison du XVIIe siècle dont les lucarnes sont ornées du chou bourguignon. On s'engage dans la rue Charrue. Cette niche abrite une copie de statue de Sainte Catherine. Il y a d'autres petites niches rigolotes. Numéro 11, Hôtel Patarin. Nous sommes en vue de la place des Cordeliers. L'hôtel du Port de Montplaisant au numéro 15 de la rue Charrue est malheureusement inaccessible. Assez vaste, cette place des Cordeliers est plaisante à l'œil. Le débouché de la rue Charrue. L'hôtel Gautier s'ouvre au numéro 10 de la place des Cordeliers. Il est dû à un architecte dijonnais, Pierre Lemué. Ce bel hôtel a été construit en quelques mois. De la place des Cordeliers, on s'engage dans la rue Victor Dumay. Ce bel hôtel au toit de tuiles vernissées est l'hôtel Rigolette-Chevigny.
Cette boucle est dite Émile Zola parce qu'elle se situe autour de la place Émile Zola, l'une des plus intéressantes de Dijon, l'une des plus actives de Dijon. À l'angle de la rue Sainte-Anne, on trouve la chapelle des Carmélites. Le style baroque de cette chapelle des Carmélites est caractéristique donc de cette architecture de la contre-réforme qui visait à ramener à la religion catholique les âmes égarées vers le protestantisme. Sans doute qu'en montrant des décorations florales, des angelots à droite et à gauche, on pensait pouvoir émouvoir le peuple et le ramener à l'église. On emprunte la rue Sainte-Anne en direction de l'ancien couvent des Bernardines, dont on aperçoit là-bas le dôme en bronze. Dans le jardin Victor Dumais, on a une belle vue sur l'ancien couvent des Carmélites. Il abrite maintenant le musée d'art sacré et le musée de la vie bourguignonne. Approchons-nous. Nous sommes au cœur du quartier Sainte-Anne. Voici l'entrée du musée d'art sacré. C'est assez logique donc que ce musée d'art sacré soit installé dans les locaux de l'ancienne église des Bernardines. On voit que les musées sont légion dans le centre historique de Dijon. On a de quoi s'occuper quand il pleut, mais bon, je préfère quand il fait beau. Un peu plus loin, c'est le musée de la vie bourguignonne. Là-bas, le cloître. Curieuse la cloche. À côté du cloître, un passage permet d'accéder à l'ancien jardin des apothicaires de Dijon. Au bout de la rue Sainte-Anne. On tourne sur la droite, rue du Chéniau. Rien de bien particulier par ici. On traverse la rue d'Herbizet.
vers le sud de Dijon. Par ici, la place Émile Zola, qui donne son nom à la boucle. Au centre de la place Zola, un bassin décoré de grenouilles. La place Émile Zola s'appelait autrefois place de Morinon et c'est ici qu'avaient lieu les exécutions capitales. Je quitte la place Émile Zola et je poursuis par la rue Crébillon. À droite. La rue Monge rattrape la place Émile Zola. Dans une niche, une statue de Vierge à l'enfant, fin XVIIe, début XVIIIe siècle. L'ancienne église Saint-Jean est désaffectée et c'est désormais un théâtre. Sur la place donne l'hôtel Bouchu, dit d'Esterno. 1641-1643 et là encore vraisemblablement par Pierre Lemuet, celui du bâtiment de la place des Cordeliers. L'hôtel est malheureusement fermé. Là-bas, les églises Saint-Philibert, la cathédrale Saint-Bénigne. Place Bossuet. Bossuet est né à Dijon. Voici sa maison natale. Une superbe maison pour acheter du pain d'épices. On termine la boucle Zola en passant par la rue Piron. Retour au point de départ, fin de la boucle. De la place Jean Massé, le parcours de la Chouette nous oriente à présent vers la cathédrale Saint-Bénigne. On emprunte la rue Piron.
Par la rue du Bourg, on aperçoit au loin l'hôtel Aubriot et sa toiture de tuiles vernissées. Nous sommes en sens inverse de la boucle Zola et nous allons arriver place Bossuet. Bossuet est un enfant de Dijon. Il est né dans cette maison en 1627. J'ai dit dans la boucle Zola que l'ancienne église Saint-Jean était désaffectée et reconvertie en théâtre Dijon-Bourgogne. Cela depuis 1974. De l'autre côté de la place Bossuet, il y a encore un très bel hôtel. Il s'agit de l'hôtel Févret de Saint-Mesmin, fermé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens à Dijon. Il y a beaucoup d'hôtels sur cette place Bossuet. On peut aussi y voir la très curieuse maison sans toit. Salut toi. Engageons-nous sur la gauche. Rue Michelet. On passe juste à côté de l'église Saint-Philibert, qui aurait bien besoin d'un bon coup de plumeau. Il ne faut pas se plaindre, le coup de plumeau est en train d'être donné de l'autre côté, dans la cathédrale Saint-Bénigne, et regardez ce que ça donne. Avant d'aller voir la somptueuse cathédrale, quelques mots toutefois de l'ancienne église Saint-Philibert, aujourd'hui désaffectée. L'église Saint-Philibert servait de paroisse aux vignerons. Elle fut le lieu de l'élection des maires de Dijon jusqu'à la Révolution. Mais à la Révolution, elle est devenue écurie, puis grenier à sel. À présent, nous allons visiter la merveilleuse cathédrale Saint-Bénigne, dont voici le flanc sud. Juste à côté de la cathédrale, le cellier Saint-Bénigne, qui servait à l'entreposage de différentes denrées, dont le blé. Mais avançons sur la place devant le parvis pour mieux apprécier la façade. Le fait d'avancer nous permet de percevoir également mieux la totalité de l'église Saint-Philibert et derrière l'ancienne église Saint-Jean. La cathédrale Saint-Bénigne est une ancienne abbatiale de pur style gothique bourguignon. Les lieux ont eu une histoire mouvementée. Avant l'an 1000, il y avait une première église. Guillaume de Volpiano, un abbé, fit construire un autre édifice roman dès l'an 1001. Cet édifice fut consacré en 1018. Il comportait une rotonde. Malheureusement, en 1271, cette nouvelle église s'effondra. Sur l'emplacement de l'ancienne basilique romane, on construisit alors cet édifice gothique. Avec le recul, la façade nous paraît assez massive. Elle est flanquée de 2 tours qui comportent 2 étages. Les toitures des tours sont constituées de tuiles polychromes. Le porche est surmonté par cette petite galerie délicatement travaillée. Nous verrons tout à l'heure la flèche et puis également la toiture de tuiles vernissées. Allons voir l'intérieur en attendant.
Juste à côté de la cathédrale, du reste, il y a le musée archéologique avec une petite courette et c'est de là qu'on pourra voir la flèche. Pour l'instant, pénétrons dans le porche puis dans l'église. Si nous pouvons voir un élément de gothique, on voit cependant que l'encadrement est roman, curieusement. Le tympan des frères Bouchardon date du XVIIIe siècle et vient de l'ancienne église Saint-Étienne. Beaucoup de ravages ont été faits au moment de la Révolution. Baptismale. L'intérieur de la cathédrale Saint-Bénigne comporte des lignes très sobres. Saint-Bénigne a été dépouillée de ses œuvres d'art pendant la Révolution et elle accueille d'autres œuvres, d'autres sculptures venant d'autres églises. Les chapiteaux ne sont pas sculptés. Les arcades du triforium sont on ne peut plus simples. Les colonnettes courent de la voûte jusqu'au sol. Les orgues qui sont dus à des Allemands sont absolument magnifiques. Prenons du recul. Charles et Robert Ripp, facteurs allemands installés à Dijon en 1735, ont réalisé ces orgues en 1743. Croisillon sud. Croisillon nord. Le chœur de la cathédrale ne possède pas de déambulatoire.
L'une des choses les plus intéressantes à voir, c'est la crypte romane. Malheureusement, elle est en restauration et ne rouvrira qu'en 2024. Allons voir le flanc nord de la cathédrale depuis les jardins du musée archéologique, où l'on voit que la façade et ses tours ont fait l'objet d'une restauration, mais pas la nef. Donc le musée archéologique est installé ici. Le toit de tuiles vernissées de la cathédrale Saint-Bénigne. Nombreux sarcophages exposés ici. Et si je réservais celui-là, il faudrait quand même que je trouve un couvercle. La flèche. On ne peut s'empêcher de penser à la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui s'est écroulée lors de l'incendie. On aurait apprécié davantage ce petit square dit des Bénédictins avec davantage de soleil. Il était présent ce matin, il est parti. Rue du Docteur Marais. Cette rue nous ramène près de la Porte Guillaume et de la rue de la Liberté. Nous voici revenus près de la Porte Guillaume. Et voici donc la rue de la Liberté. Fin du parcours de la Chouette.